Abiloaze. Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire de créativité. Oui, c'est parti Alexandra. Alors je me présente rapidement. Donc je m'appelle Vanessa Bannon et j'interviens pour Abiloaze en tant que formatrice référente des formations créativité et design thinking. Et par ailleurs, je suis formatrice consultante indépendante. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à me contacter sur LinkedIn. Donc je vous rappelle les objectifs de ce webinaire. Donc on va commencer par explorer ensemble la définition de la créativité. Ensuite, dans un second temps, on essaiera d'expliquer et de comprendre le processus créatif et les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce processus. Ensuite, on parlera des principaux obstacles, des principaux freins à la créativité et on mettra en parallèle justement les attitudes créatives à développer pour exploiter pleinement son potentiel. Et enfin, je vous présenterai 3 techniques de créativité que vous pourrez aisément appliquer et expérimenter dans votre quotidien professionnel et personnel. Alors on n'a que 45 minutes, c'est court, donc je vous propose de commencer sans perdre de temps. Et avant de vous proposer une définition de la créativité, j'aimerais faire une petite expérience. Et régulièrement, en fait, au cours de ce webinaire, je vous solliciterai, en fait, je vous proposerai d'interagir, que ce soit à travers le chat ou en répondant à des sondages en ligne. Donc pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Donc qu'est-ce que c'est la créativité ? Et pour ça, je vais vous demander de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que représente pour vous ce dessin ? Donc je vous laisse une petite minute pour poster vos réponses sur le chat. N'hésitez pas à faire preuve de créativité. Qu'est-ce que c'est, ce dessin ? Un donut. Ma localisation, une cible, un ovule, un œuf, un homme sous un chapeau, l'entrée et la sortie d'un tuyau, ça va très vite, vous êtes nombreux, un parapluie, un fruit à noyau. La cible revient souvent. Un chapeau de Mexicain vu d'en haut, effectivement. Être enfermé. Un disque vinyle. L'œil revient également souvent. Un rond avec un point au centre, effectivement. Ok. On va pouvoir s'arrêter là. Merci déjà pour votre participation. Alors pourquoi cette question ? C'est à mon sens une bonne illustration, en tout cas une façon d'appréhender ce qu'est la créativité. La première façon de répondre à cette question, c'est effectivement de dire c'est un point blanc dans un cercle. Effectivement, c'est une réponse qui est tout à fait logique et correcte. Une autre façon de répondre, en fait, c'est d'y voir autre chose, en fait, plus qu'un point dans un cercle. Et justement, la majorité de vos réponses en sont la preuve. Donc effectivement, hein, on peut y voir un chapeau, un Mexicain sous un chapeau, une toupie, un œil, une cible. Et bravo, puisque vous venez à l'instant de faire preuve de créativité. En effet, dans sa plus simple expression, la créativité, c'est l'aptitude à concevoir la réalité autrement. Et ça passe notamment par la capacité à sortir des cadres établis et apporter un nouveau regard finalement sur le monde. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Une autre façon de définir la créativité, c'est de dire que la créativité, c'est de l'imagination qui se focalise, qui s'organise et qui s'exprime pour aboutir à une innovation. Donc on a bien 3 notions. On a d'une part l'imagination, qui est en quelque sorte la matière première. Ensuite, on a la créativité, qui est le processus. Donc c'est la mise en action justement de cette imagination. C'est la génération de nouvelles idées qui vont ensuite pouvoir être valorisées et exploitées pour aboutir à l'innovation. Donc l'innovation, c'est le résultat
de la créativité. Et si on va encore un chouille plus loin, eh ben on aboutit finalement à une définition qui fait aujourd'hui consensus parmi les chercheurs et les psychologues. Donc la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Donc on a deux points importants dans cette définition. D'une part, l'idée de la production nouvelle. Et on va voir qu'en fait, de nouveauté, bien souvent, il ne s'agit pas de réinventer la roue, si je puis me permettre. En fait, c'est à partir d'ingrédients existants, on va créer de nouveaux liens et générer de nouvelles idées. Et donc l'autre point important de cette définition, c'est adapter au contexte dans lequel elle se manifeste. Donc il faut que cette production, finalement, elle soit utile et appropriée par rapport à la solution ou au problème à résoudre. Alors, d'où nous vient cette capacité? Les chercheurs se sont longtemps interrogés justement sur la créativité et ont cherché à déterminer si c'était une aptitude, une capacité innée ou acquise. Et donc, il y a eu énormément de recherches expérimentales ces dernières années, d'études de cas, voire plus récemment de simulations en intelligence artificielle, qui permettent en fait d'explorer justement ce qui se passe dans notre cerveau au moment de l'acte créatif. Donc comment le cerveau traite l'information et quelles sont les représentations mentales pendant cette étape de processus créatif. Et toutes ces recherches tendent à montrer effectivement que la créativité, c'est pas un don du ciel, mais c'est bien une aptitude qu'on peut développer. Et pour être plus précise encore, c'est une aptitude humaine et c'est une aptitude multidimensionnelle. Et donc cette conception de la créativité a abouti à ce qu'on appelle l'approche multivariée de la créativité, qui a été développée dans les années 90, qui postule que la créativité, en fait, c'est le résultat d'une conjonction, d'une combinaison de différents facteurs qui vont justement influencer nos capacités créatives. Donc, il y a trois types de facteurs qui rentrent en compte. Le premier type de facteur, ce sont les capacités cognitives. Donc, les capacités cognitives, en fait, ce sont toutes les connaissances et les capacités intellectuelles qui vont faciliter la pensée créative. Donc, par exemple, la capacité à utiliser un mode de pensée divergent, je vais y revenir, ou la capacité d'imagination. Ensuite, on a les capacités connatives qui font référence en fait aux traits de personnalité d'un individu. Donc, par exemple, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même rapport au risque. Certaines personnes vont prendre des risques plus facilement que d'autres. Et enfin, troisième type de facteurs, ce sont les facteurs environnementaux. Donc là, on prend en compte l'environnement à la fois physique et social d'un individu. Et on sait que l'expression de la créativité va être plus ou moins favorisée en fonction que l'environnement familial, professionnel, socio-culturel d'une personne va favoriser l'expression de nouvelles idées. Et ce qui est intéressant également dans cette approche, c'est que en fait, la combinaison de ces facteurs, donc les interactions entre ces facteurs, est supposée multiplicative. C'est-à-dire qu'un haut niveau de créativité ne peut être atteint que si l'ensemble de ces facteurs sont présents chez un individu et à un niveau élevé. Et donc c'est ce qui explique finalement la question de ce qu'on appelle les génies créatifs. Et je vous invite là à lire un livre qui s'intitule Créativité de Mihaly Csikszentmihalyi. Alors c'est pas facile à prononcer, c'est encore moins facile à écrire, mais vous retrouverez la référence dans la bibliographie à la fin de ce support. Et donc ce que nous dit, et ce qui est intéressant en fait dans ce livre, donc Csikszentmihalyi revient sur des interviews, des entretiens qu'il a réalisés auprès de 91 génies créatifs de différents domaines. Il est allé interroger des personnes de la communauté artistique évidemment, mais aussi scientifiques, littéraires, des personnalités influentes du monde des affaires. Et l'idée qui émerge, la conclusion en fait du livre, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de génie créatif,
mais c'est plutôt des personnes, des individus qui ont des personnalités complexes et qui ont la chance en fait de réunir l'ensemble de ces facteurs qu'on vient d'évoquer, cognitifs, et environnementaux. Et donc non seulement ils les réunissent, mais en plus ils ont la chance de les avoir à un niveau élevé. Et donc c'est ce qui explique leur forte propension à la créativité. Et donc c'est la première news du jour, c'est tout le monde est créatif. Chaque individu a un potentiel créatif qu'il exprime de façon plus ou moins importante en fonction de ces facteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir à notre niveau sur certains de ces facteurs. Par exemple, je peux modifier mon environnement, je peux faire en sorte que mon environnement, justement, favorise l'expression de ma créativité. Je peux également travailler sur mes capacités cognitives. Je peux travailler mon imagination, je peux travailler ma pensée divergente. Alors qu'est-ce qui fait justement que parfois on n'exprime pas pleinement notre potentiel créatif? On va parler des freins, des principaux freins. Alors j'en ai listé 7, il y en a probablement bien plus. Mais voilà les principaux freins à la créativité. Le premier, c'est la censure et l'autocensure. Donc effectivement, le premier réflexe face à une idée un peu innovante, c'est de dire oui, mais c'est pas possible, oui, mais on a déjà essayé et on n'a pas réussi, etc. Donc il faut bannir ce fameux mais. Et la censure, c'est ce qui fait que parfois en entreprise, ça peut vite devenir un parcours du combattant que d'essayer d'imposer ou de faire valoir ses idées. Et il est bien plus facile de baisser les bras et d'abandonner. Et le pire, c'est qu'en fait, notre pire ennemi, souvent, c'est nous. De peur, justement, d'être jugé, de peur d'être critiqué, ou de peur de paraître ridicule, on va soi-même, en fait, s'auto-censurer. Et donc, on va se brider, on ne va pas oser. Et en plus, il faut garder en tête que souvent, on est bien plus difficile, bien plus dur avec nous-mêmes que les autres pourraient l'être. Deuxième obstacle à la créativité, c'est la passivité ou l'inaction. C'est l'idée que, justement, une idée qui n'est pas suivie d'une action, c'est pas de la créativité, ça reste de l'imagination. Donc il ne suffit pas d'avoir un calepin, par exemple, sur lequel on va noter toutes ces idées. Si vous avez une idée, je ne sais pas, de court-métrage à réaliser ou une nouvelle que vous souhaitez écrire, si vous ne passez pas à l'action, on ne peut pas dire que vous êtes créatif. Ensuite, l'inertie intellectuelle, alors l'expression est un peu forte. Ce que j'entends par là, c'est le manque de curiosité, qui est vraiment fatal à toute ambition créative. Et d'ailleurs, si vous observez les enfants, c'est pas un hasard si les enfants sont à ce point créatifs, c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement curieux. Un enfant s'étonne de tout. Et donc je vous invite à vous rappeler de la dernière fois où vous êtes vraiment étonné de quelque chose. Autre obstacle, la peur de l'échec. Alors je ne vais pas le détailler parce qu'on va revenir dessus quand on va aborder les attitudes justement à développer. Mais effectivement, cette peur de l'échec, bien souvent, aboutit au conformisme. Parce qu'on n'ose pas justement, on n'ose pas sortir du cadre, on n'ose pas se tromper. Les habitudes et les fausses contraintes. Alors qu'est-ce que c'est une habitude? C'est une règle qui est valable à un moment donné dans certaines circonstances. Mais de temps en temps, les circonstances changent et les règles restent. Et donc, elles deviennent des fausses contraintes. Donc, en fait, les fausses contraintes, ce sont ces règles qu'on continue de s'appliquer par enfermement ou par aveuglement ou parfois par paresse, parce que c'est plus simple de faire comme on a toujours fait plutôt que d'essayer de changer, de bouger un petit peu les lignes. Ensuite, on a l'attitude d'expert. Donc, l'attitude d'expert, c'est... et on l'a tous à un certain moment dans certains domaines, c'est le fait d'avoir des certitudes, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question finalement nos connaissances, on ne remet pas en question notre environnement. Et ça aussi, c'est un frein à la créativité. Et enfin, le dernier, c'est la peur d'être irrationnel et illogique. La rationalité est effectivement un concept très important, en particulier dans notre culture occidentale. Mais si justement on ne fait pas taire cet esprit logique et cette raison, si on n'arrive pas à lâcher prise, on ne peut pas faire preuve de créativité. C'est plus difficile.
Donc maintenant qu'on a balayé ces différents freins, je vous propose de répondre à un petit sondage en ligne. Et je vais vous demander justement, parmi les freins qu'on vient d'évoquer, auxquels vous identifiez-vous particulièrement. Donc je vais vous laisser là aussi une petite minute pour répondre à ce sondage. Donc, le voici, normalement il devrait s'afficher de votre côté. Donc je vous invite à répondre. Voilà, quels sont les principaux obstacles qui vous freinent? Il peut y en avoir plusieurs. Pas, ça marche ou ça marche pas? Peut-être que je réopen. Oui, je pense que ça y est. Là, a priori, voilà, ok, parfait. Alors on a la censure et l'autocensure en tête, la peur de l'échec aussi. Ah oui, et effectivement certains ont répondu dans le chat, la peur d'être illogique, la peur de l'échec, les habitudes et fausses contraintes. Je vous invite à utiliser le sondage pour ceux qui ont répondu dans le chat, si vous le souhaitez. Et je vous laisse encore quelques secondes, puis je vais clôturer, on va voir les résultats. Allez, je vais clôturer. Hop. Alors, en tête, la peur de l'échec, ce qui va me faire une magnifique transition avec ce qui suit, donc c'est parfait. Et la censure et l'autocensure, ce sont effectivement les deux freins qui ressortent le plus souvent. Alors, je vous remercie encore pour votre participation, merci aussi pour votre franchise. Donc maintenant qu'on a parlé de ces freins, on va justement essayer de voir les attitudes qu'on peut adopter pour s'autoriser à être un peu plus créatif. La première attitude à adopter, c'est justement le fait d'accueillir l'échec. Il y a une phrase de Samuel Beckett que je cite souvent, que j'aime beaucoup, qui est la suivante. Donc Samuel Beckett dit « échouer, échouer encore, échouer mieux ». Et c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle nous permet finalement de développer un nouveau rapport à l'erreur et à l'échec. Quand on parle de l'erreur, on cite aussi souvent Thomas Edison, donc l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a déposé un nombre impressionnant de brevets, qui a échoué un nombre impressionnant de fois. Et un journaliste un jour lui a posé la question justement de pourquoi, comment ça se fait qu'il a échoué à ce point, et sa réponse c'était de dire qu'en fait il n'a pas échoué, il a simplement trouvé X façons différentes de répondre à une solution. Donc accueillez l'échec, accueillez l'erreur est vraiment formative, c'est de nos erreurs qu'on apprend le mieux, et n'ayez pas peur de vous tromper. J'aime bien citer aussi la petite anecdote de l'invention du post-it par un ingénieur de l'entreprise 3M. À l'origine, il cherchait à créer une colle extrêmement puissante. Et il est arrivé donc à cette colle qu'on utilise aujourd'hui sur les post-it. Il s'est rendu compte qu'en fait, cette colle, la matière à laquelle il avait abouti, avait la capacité de se détacher sans laisser de traces. Et donc, c'est la colle qu'on utilise encore aujourd'hui sur les post-it. Donc finalement, d'une erreur, on est arrivé à une invention révolutionnaire. Deuxième attitude, vivez de nouvelles expériences. Pourquoi pas enfin prendre ces cours d'impro, par exemple, dont vous avez toujours rêvé. Ou pourquoi pas, ça peut être aussi sur des toutes petites actions. Demain, par exemple, vous pouvez décider d'emprunter un nouveau chemin pour aller au travail. Donc, surprenez-vous. N'hésitez pas à expérimenter de nouvelles choses. Cherchez l'inspiration et observez ce qui vous entoure. Je vais traiter les deux ensemble. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. En fait, la créativité part déjà d'une qualité particulière d'attention. Donc, observez votre environnement, observez les gens qui vous entourent et observez aussi ce qui se passe dans la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. En fait, c'est bien souvent en regardant la façon dont la nature fonctionne qu'on va trouver des idées qu'on va pouvoir appliquer. C'était le cas par exemple de l'invention du velcro.
Donc on est en 1948 et c'est un ingénieur suisse qui invente le velcro, et en fait c'est en rentrant d'une promenade en forêt avec son chien qui s'est rendu compte que son chien avait dans son pelage ces petites boules, vous savez qu'on a cette fâcheuse tendance à s'accrocher aux poils et aux vêtements. Et il a eu la curiosité d'observer, on appelle ça des boules de Bardane, il les a observées au microscope, et il s'est rendu compte qu'elles étaient constituées d'épines déformables, donc qui se prenaient dans les poils et les tissus, mais qui aussi pouvaient reprendre leur forme initiale quand on les en détachait. Et de là est né le velcro. En fait, il a réutilisé donc des ingrédients qui existaient dans la nature, et il a essayé de reproduire un fonctionnement qu'il a pu observer. Rêvassez, méditez, faites des pauses, autrement dit, octroyez des moments de répit à votre cerveau. L'esprit a besoin de repos, donc n'hésitez pas à, de temps en temps, déconnecter un petit peu, écouter de la musique, sortez faire un tour, bref, octroyez-vous des pauses. Et ne négligez pas également les temps d'introspection. En fait, c'est aussi en regardant vers soi, à l'intérieur de soi, qu'on va pouvoir découvrir des qualités qui nourrissent déjà notre créativité. C'est également ce qui va nous permettre d'identifier nos domaines de prédilection, puisqu'un même individu en fait, peut avoir un potentiel créatif élevé dans un domaine d'expression en particulier, par exemple l'écriture, la composition littéraire, et avoir un potentiel plus faible dans un autre domaine, comme le graphisme, par exemple. Autre attitude à adopter, oser prendre des risques. C'est lié évidemment donc à cette peur de l'échec qu'il faut absolument balayer. En créativité, il faut oser, et c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs les meilleurs innovateurs et les meilleurs inventeurs. Donc sortez de votre zone de confort et sortez également des cadres établis, des cadres logiques. Et enfin, restez ouvert et curieux. Hein, comme je le disais, la curiosité tue, le manque de curiosité plutôt, tue la créativité dans l'œuf. Donc vraiment, voilà, restez ouvert, intéressez-vous à des sujets qui, sur le papier, ne vous intéresseraient pas particulièrement. Ça peut aussi vous donner de nouvelles idées. Voilà pour les attitudes. Donc on a défini ce qu'était la créativité, on a parlé ensemble des freins et des attitudes à développer. Et donc maintenant, on va s'intéresser au processus. Donc autrement dit, comment ça marche concrètement la créativité, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au moment de l'acte créatif. Alors, quelques études ont longtemps laissé croire qu'on avait un cerveau droit et un cerveau gauche. Mais en fait, ces études sont isolées et elles sont relativement peu nombreuses par rapport au nombre d'études qui, au contraire, démontrent qu'il n'y a aucune spécialisation du cerveau hémisphérique. C'est-à-dire que le cerveau droit et le cerveau gauche, ce serait en fait ce qu'on appelle un neuromythe. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, ce qui se passe dans notre cerveau. Et alors les chercheurs ne sont pas encore parvenus à une compréhension complète du phénomène, mais il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels ils s'accordent. Et le premier point, c'est notamment le fait que le lobe frontal, donc qui se situe plutôt à l'avant du cerveau, aurait un rôle particulièrement important dans le processus créatif. Alors je vais essayer de la faire simple, je ne suis pas moi-même neuroscientifique, mais en fait il semblerait que le lobe frontal entretient des relations avec d'autres aires du cerveau, en particulier le lobe temporal et pariétal. Et en fait, il permet justement, il a la capacité d'activer plutôt ou de désactiver les connaissances qui sont stockées dans ces différentes aires. Et donc en permettant des interactions entre des aires qui habituellement ne communiquent pas entre elles, l'individu créatif peut ainsi en fait créer, on crée des bonds et l'individu créatif alterne entre ce qu'on appelle un mode de pensée divergente et un mode de pensée convergente. Je m'explique. Donc dans le processus créatif, on a ces deux modes de pensée. La pensée divergente qui va plutôt utiliser l'imagination et la pensée convergente qui, elle, est davantage basée sur la logique et sur le raisonnement. Donc la pensée divergente exploratoire, en fait, c'est ce moment où on va justement générer, à partir d'un stimulus unique,
le maximum d'idées possibles. Ça, c'est la première phase du processus créatif. Et ensuite, on a une phase de pensée convergente dite intégrative. Une fois justement que cette matière première a été générée, donc toutes les idées ont été générées, on va appliquer un filtre logique à ces différentes idées pour essayer de trouver l'idée qui soit finalement la plus appropriée, la plus adaptée à notre problème. Donc avec la pensée divergente, je crée des choix, je crée des possibilités, et avec la pensée convergente, je fais des choix. Sachez qu'il existe de nombreux tests et de nombreux exercices pour justement exercer, pratiquer sa pensée divergente, notamment des tests qui ont été créés par Paul Torrance et également par Wallach et Kogan. On vous mettra les références dans le chat, où vous les retrouverez également dans ma présentation. Et donc par exemple, l'un de ces tests, donc là c'est un test qui a été donné à des enfants où, donc à partir d'un stimulus unique, qui en l'occurrence était un rond, un dessin, on leur a demandé de générer le plus d'idées possible à partir de ce rond. Et donc voilà ce que ça peut donner comme résultat. Il y a également un autre test qu'on utilise assez fréquemment, qui est le test de l'usage alternatif, qui a été développé en 67, et en fait qui consiste à demander à des individus de trouver le maximum d'usages possible d'un objet du quotidien, comme une tasse, une chaise. Et donc je vous invite à faire ce test maintenant, pour ceux qui le souhaitent. Et donc je vais vous demander de trouver le maximum d'utilisation possible d'un trombone en 1 minute. Donc vous pouvez là aussi utiliser le chat pour poster vos idées. Donc le maximum d'utilisation possible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un trombone? Un collier, une barrette, pince à cheveux, pince à linge, accrocher des feuilles, effectivement. Un gratte-oreille. Attraper le soutien-gorge. Ouais. Un crochet. Un pince-nez. Un porte-nom pour Noël. Bonne idée pour les fêtes. Je vois que vous avez beaucoup d'imagination et que vous faites preuve de créativité, c'est top. Un tournevis, un ourlet, ouais. Une chaîne de vélo. Alors il en faudrait pas mal des trombones, mais pourquoi pas. Ok. Alors on va s'arrêter là. Merci encore de jouer le jeu. Il y a eu beaucoup d'idées. Alors sachez que ce test, alors là évidemment on ne va pas le faire, mais en fait il teste la créativité selon 4 critères, ce qu'on évalue. Donc ces 4 critères, le premier c'est l'aisance. En fait c'est tout simplement le nombre d'idées générées. Le deuxième critère c'est l'originalité. Donc par exemple, utiliser un trombone pour faire une robe est plus original que l'utiliser pour accrocher des feuilles ensemble. Ensuite, le troisième critère, c'est la flexibilité. Donc en fait, ce sont le nombre de domaines qui sont couverts par les idées. Donc si je reprends par exemple, j'avais une boucle d'oreille et un bouton de manchette, c'est un seul domaine, un accessoire. Et enfin, le dernier critère, c'est l'élaboration. Donc c'est le détail, le niveau de détail en fait de la réponse donnée. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à creuser et à exercer votre pensée divergente grâce à ces petits exercices. Et on peut également entraîner sa pensée convergente, où cette fois, donc, le test consiste plutôt à partir de plusieurs idées générées, de les combiner pour arriver à une solution qui soit, encore une fois, la plus appropriée par rapport à un problème donné. On va maintenant parler de l'Eureka, le fameux Eureka dont parlent les neuroscientifiques. Alors, selon la terminologie de chacun, on parle soit d'Eureka, soit d'insight. Et cette notion d'Eureka, en fait, c'est l'idée que d'un coup, en fait, une idée va jaillir dans notre esprit. Et Graham Wallace s'est énormément penché sur la question de l'Eureka et il l'a intégré en fait dans son modèle du processus créatif.
Donc pour Graham Wallace, le processus créatif comprend 4 étapes. La première étape, c'est la préparation. Donc c'est le moment où on va formuler la problématique, où on va collecter des informations et faire une analyse de ces informations par rapport à la problématique identifiée. Deuxième étape, c'est la phase d'incubation. Donc c'est le moment justement où on fait taire l'esprit logique, finalement on laisse l'esprit vagabonder. Et donc finalement on laisse l'inconscient faire son travail. Donc c'est pendant le sommeil, voilà, ça continue de travailler. Ensuite vient la phase justement d'illumination, le fameux eureka. Et ça arrive souvent à des moments plus ou moins inattendus. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive assez fréquemment de me réveiller la nuit avec une réponse à mon problème, ou avec une idée qu'il faut absolument que je note. En voiture, sous la douche. Bref, ça arrive vraiment au moment où on s'y attend le moins. Et ensuite, la dernière étape de ce processus, c'est la vérification. Donc c'est le moment où on va confronter finalement notre idée, notre eureka, à la réalité. Est-ce que c'est effectivement la solution la plus adaptée à notre problème? Alors, la deuxième nouvelle de ce webinaire, c'est que tout le monde est différent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul profil créatif type. Au contraire, il existe plusieurs types de créatifs. On ne va pas forcément rentrer dans le détail maintenant, parce qu'on ne va pas avoir le temps malheureusement. Mais ce que je vous invite à faire, on va vous poster en fait via le chat un lien vers un test qui vous permet justement de faire un autodiagnostic et de vous positionner parmi 3 profils créatifs qui sont le profil novateur, chercheur ou imaginatif. C'est un test qui date un petit peu, ça date des années 80 me semble-t-il. Depuis, les chercheurs s'accordent à dire qu'il y a plus de 3 types créatifs, il y en aurait au moins 7. Mais ce test est quand même intéressant dans la mesure où il a le mérite de mettre en évidence le fait que la créativité, par exemple, de Steve Jobs, qui serait plutôt un novateur dans cette classification, n'est pas la même que celle de Albert Einstein, par exemple, qui lui serait plutôt un chercheur. Donc je vous invite à faire ce test et à creuser la question si ça vous intéresse. On va maintenant passer à la 3e et dernière partie de ce webinaire. Donc je vais vous proposer 3 outils, comme je le disais en introduction, 3 outils que vous pouvez aisément expérimenter dans votre quotidien professionnel ou personnel. Le premier de ces outils, c'est ce que j'appelle le classique brainstorming, qui est donc une technique de créativité qui a été créée dans les années 40 par un publicitaire américain qui s'appelle Alex Osborne. Et donc le principe du brainstorming, donc c'est sans doute la technique la plus répandue aujourd'hui. Le principe, c'est de générer un maximum d'idées en un minimum de temps, ou en tout cas en un temps imparti, grâce à la technique du jugement différé. Donc la technique du jugement différé, c'est ce dont on vient de parler. Je vous rappelle que le prérequis donc, pour être pleinement créatif, c'est vraiment de séparer la phase de génération d'idées, donc la phase de pensée divergente, de la phase de sélection des idées. Je prends une image parfois pour illustrer ce point. En fait, faire les deux en même temps, ce serait comme appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps, ça n'aurait que peu d'intérêt. Donc bien séparer les deux phases et vous pouvez également, donc, pour pratiquer un brainstorming en bonne et due forme, vous appuyer sur ce petit mnémotechnique CQFD. Donc le C, c'est pour censure abolie. On note toutes les idées dans une séance de brainstorming. Quantité privilégiée et non pas la qualité. On se posera la question de la qualité justement dans un second temps, au moment de la phase de pensée convergente. Farfelu bienvenue, les idées, même les plus folles, les plus loufoques, sont à retenir, on les note. Et enfin, démultiplié, démultipliable. L'idée, en fait, c'est que dans une séance de brainstorming, l'idée de quelqu'un, en fait, va, moi, me faire penser à quelque chose. Donc, en fait, par association d'idées, je vais rebondir sur l'idée précédente et ainsi de suite. Alors, si le brainstorming est relativement connu, il a un petit cousin, une variante, qui est le brainwriting. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Voilà, j'y arrive.
Donc, une variante du brainstorming, c'est le brainwriting, qui consiste en fait à coucher les idées sur papier plutôt que de les énoncer à l'oral. Donc, le principe, en fait, c'est que pendant quelques minutes, quelqu'un va noter des idées sur un papier, et donc après ces quelques minutes, on va faire tourner en fait le morceau de papier, la feuille, au voisin, qui va développer des idées à partir de celles qui ont déjà été générées, et ainsi de suite. Vous pouvez par exemple essayer la technique qu'on appelle la technique du 6-3-5, donc voici le principe. Vous réunissez 6 collaborateurs, 6 personnes autour d'une table. Chacun dispose de 5 minutes pour écrire 3 idées sur un papier. Ensuite, on fait tourner les papiers, on répète l'opération 5 fois, et ça permet ainsi de générer 108 idées en seulement 30 minutes. Donc plutôt intéressant en termes de génération et d'aisance, justement. Voilà pour la première technique. Deuxième, alors pourquoi si, quand même oui, pourquoi brainwriter? En quoi c'est intéressant plutôt que de brainstormer? Le brainwriting est intéressant dans la mesure où il permet justement à des personnalités peut-être un peu plus discrètes ou un peu plus introverties de se retrouver totalement effacées en séance de brainstorming. Ça permet également de libérer la parole. C'est toujours plus simple d'écrire une idée plutôt que de la prononcer, de la dire à l'oral. Ça permet également, voilà, ça évite aux plus bavards de monopoliser les échanges pendant une séance de brainstorming ou d'idéation. On peut également utiliser ce terme. Pour que les plus lents aient le temps de se mettre en jambes, voilà, parfois il y a des personnes qui vont avoir tout de suite 15 idées à la seconde et d'autres ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est voilà, seul face à son papier, ça peut être plus simple finalement. On ne se sent pas oppressé par le temps. Et enfin, ça permet à l'animateur de mieux gérer le timing, parce que c'est plus facile de couper quelqu'un qui est en train d'écrire que de couper quelqu'un qui est en train d'exposer une idée à l'oral. Donc voilà pour les avantages du brainwriting. Deuxième outil, la carte mentale. Donc la carte mentale qui est cette fois un outil de représentation visuelle. Donc voici un exemple qui a été énormément développé dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Tony Buzan, pour ceux qui veulent également en savoir plus. Et le principe, en fait, l'avantage de la carte mentale, alors ça peut paraître un peu fouillis comme ça au premier abord, et pourtant c'est un outil extrêmement structuré et extrêmement structurant, qui permet, en fait, c'est un peu comme si vous projetiez finalement votre pensée sur le papier. Et donc ça permet de visualiser un certain nombre de relations. Donc comment on construit une carte mentale? Vous mettez au centre de la carte le thème principal que vous souhaitez aborder. Donc là, si je reviens sur l'exemple précédent, alors je suis désolée, c'est en anglais, donc c'est comment réaliser une carte mentale. D'ailleurs, carte mentale étant traduit directement de l'anglais, donc mind map. Donc au centre, j'ai mon thème principal et ensuite je vais dessiner des branches et des sous-branches pour chaque sous-thème. On va privilégier des mots simples, des mots courts, pour représenter chaque concept. Le plus souvent possible, on va illustrer ces concepts par des dessins ou des images et on ne néglige pas également l'utilisation de la couleur qui va permettre de justement regrouper des informations ou de faire ressortir des éléments essentiels. Donc voilà, si je reviens par exemple sur cet exemple, donc j'ai effectivement au centre mon thème principal. Donc l'une des sous-branches, c'est le fait d'utiliser de la couleur, par exemple la branche rouge. Et ensuite, je vais avoir des sous-branches. Pour utiliser de la couleur, je peux utiliser des crayons, je peux utiliser des surligneurs, etc. etc. À quoi ça sert une carte mentale? C'est un outil qui permet déjà de structurer sa pensée et d'organiser des informations. Ça permet également de visualiser une idée a priori complexe de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne simplifie pas l'idée, mais on peut ainsi voir en fait l'idée dans sa complexité justement. Ça permet également d'identifier des points importants par rapport à une thématique, et ça permet de découvrir des relations entre des éléments qui sont a priori distants ou auxquels on n'aurait pas vu de lien finalement entre ces différents éléments. Donc pourquoi réaliser une carte mentale? Ça peut être utile pour lister différentes composantes d'un sujet, pour les organiser, ces composantes,
Pour, par exemple, préparer une prise de parole, un pitch ou une présentation, voilà, vous listez justement les différents sujets, les différents thèmes que vous voulez aborder dans votre prise de parole, et après vous les organisez. Et on peut également utiliser une carte mentale pour partager une vision, pour communiquer sur un sujet. Je vous invite à découvrir alors il existe de nombreux logiciels et web services qui permettent justement de créer des cartes mentales virtuelles. Donc voici quelques références, FreeMind, FreePlane en l'occurrence, qui sont des logiciels libres, gratuits. Donc je vous invite à expérimenter si l'outil vous intéresse. Et pour terminer, troisième technique dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode Scamper, qu'on appelle également technique de conclassage. Donc l'idée de cette méthode, c'est en fait d'appliquer à une idée, à un produit, à un projet, un ensemble d'opérateurs pour justement aborder le sujet sous différents points de vue, sous différents angles de vue. Chaque lettre du mot Scamper correspond justement à un opérateur. Et donc on va faire subir à l'idée différentes opérations. Donc le premier S par exemple, c'est pour substituer. Qu'est-ce qu'on peut substituer dans notre produit ou dans notre idée? Qu'est-ce qu'on peut substituer? Ensuite, combiner. Est-ce qu'on peut combiner différents concepts? Ensuite, on a adapté. Qu'est-ce que je peux adapter dans mon projet? Magnifier, modifier, produire, éliminer, réorganiser et renverser. Pour chaque opérateur, on va avoir un certain nombre de questions facilitantes. Alors là, je vous ai mis certainement quelques questions pour vous inspirer, mais vous retrouverez l'ensemble des questions facilitantes pour chaque opérateur dans le livre Thinker Toys de Michalko. Et donc voilà ce que ça peut donner. Donc, par exemple, pour substituer, si on est en train de travailler sur un produit, par exemple une innovation produit, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on peut remplacer dans ce produit? Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Ou si je prends par exemple combiner, voilà, est-ce que je peux combiner dans mon projet différents usages? Est-ce que je peux fusionner plusieurs activités? Donc voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qu'on peut se poser pour essayer de générer de nouvelles idées. Donc en résumé, comment ça fonctionne? Donc les différentes étapes du processus. Donc je commence par identifier l'idée, l'objet ou le problème à résoudre. Je le formule de la façon suivante. Comment pourrions-nous, par exemple, améliorer ce service, ce process? Comment pourrions-nous repenser notre com interne? Ou comment pourrions-nous, par exemple, organiser une journée spéciale de la créativité dans nos services? Et une fois que j'ai défini cette problématique, je vais utiliser les opérateurs Scamper, alors soit de manière systématique, c'est-à-dire que les uns après les autres, j'essaie de les appliquer, ou bien je décide d'approfondir en me focalisant sur un opérateur en particulier qui est plus adapté à ma problématique. On arrive au terme de ces 45 minutes. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur ce qu'était la créativité. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite à participer à nos formations. Donc, on a plusieurs formations, découvrir des techniques de créativité qui sont plutôt une forme d'atelier découverte. Et ensuite, on a des formations approfondissement, tous créatifs par exemple, qui durent 2 jours. Donc je vous invite pour toute information à contacter Tatiana, qui sera ravie de vous renseigner. Pour ceux qui veulent aller plus loin de leur côté, je vous ai mis quelques références bibliographiques, notamment les livres que j'ai pu évoquer pendant ces 45 minutes. Et je ne sais pas si je crois qu'on ne va pas avoir le temps pour les questions, mais si jamais vous en avez, enfin je sais que voilà, ouais, ou en très rapide, s'il y a une question, allez, on va en prendre une éventuellement. Il nous reste moins d'1 minute. Merci à vous, merci à vous. Bon, visiblement pas de questions. Super. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay. Moi, je vous remercie, j'ai passé un agréable moment avec vous et donc je vous dis à bientôt, j'espère, dans nos formations créativité. Abiloez, Bellio Singularity.